Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous plonge dans les entrailles d'un drame politique, médiatique et intime qui a secoué la France en 1914. Une histoire de pouvoir, de passion et de vengeance, une affaire où les destinées de plusieurs personnages vont se mêler jusqu'à une issue tragique sur fond de tensions internationales. Une affaire qui cristallise les divisions d'une époque. Nous allons décortiquer l'affaire Caillot, un scandale judiciaire qui éclate aux portes de la Première Guerre mondiale et qui marquera à jamais la Troisième République. L'histoire que je vais vous raconter est longue, complexe et riche en rebondissements. Nous sommes à Paris au début du XXe siècle. La France vit une période de grands bouleversements politiques, sociaux et économiques. Le régime républicain en place, la Troisième République, est traversé par des tensions fortes. L'Europe est à la veille de la Première Guerre mondiale. Les bruits de bottes résonnent déjà sur le continent. Les alliances militaires se forment et les hostilités semblent inévitables. Mais au-delà des questions internationales, à l'intérieur même de la France, la société est polarisée. De grands courants s'opposent. D'un côté, les républicains progressistes, symbolisés par le parti radical qui prône la modernisation sociale et la réforme fiscale. De l'autre, les conservateurs, attachés aux valeurs traditionnelles et à la défense des privilèges de l'élite. Au cœur de ces batailles politiques se trouve un homme, Joseph Caillot, un brillant économiste, figure montante du parti radical et réformateur audacieux. Né en 1863 dans une famille bourgeoise de la Sarthe, Joseph Caillot est un homme qui a su s'imposer par son intelligence et son ambition. Il est ministre des Finances à plusieurs reprises et c'est sous sa direction que sera instauré en 1914 l'impôt sur le revenu, une réforme fiscale révolutionnaire pour l'époque qui visait à taxer les plus riches pour réduire les inégalités. Cette réforme va profondément diviser la société française. Les classes populaires saluent ce geste en faveur de la justice sociale, tandis que les conservateurs et les milieux d'affaires voient en lui un danger pour leurs intérêts. Mais l'impôt sur le revenu n'est qu'une des nombreuses batailles que Joseph Caillot va mener. Il est aussi un pacifiste convaincu. À une époque où les tensions internationales s'intensifient et où l'ombre de la guerre plane sur l'Europe, Caillot prône le dialogue et la négociation avec l'Allemagne. Ses positions pacifistes lui valent l'admiration de certains, mais aussi l'hostilité farouche des nationalistes pour qui toute forme de compromis avec l'Allemagne est synonyme de trahison. Ainsi, Joseph Caillot devient une figure incontournable du paysage politique français, mais également un homme très controversé. Dans cette France de la Belle Époque, la presse joue un rôle fondamental. Les journaux sont le principal vecteur d'information et leur influence sur l'opinion publique est immense. À la tête de l'un des journaux les plus influents de l'époque, Le Figaro, se trouve Gaston Calmette, un journaliste conservateur qui va bientôt croiser le chemin de Joseph Caillot de la manière la plus dramatique qui soit. Calmette est un homme puissant, un éditorialiste redouté. Sous sa direction, Le Figaro devient une véritable arme politique au service des intérêts conservateurs. Calmette s'oppose frontalement aux idées de Caillot. Il le considère non seulement comme un danger pour la France avec ses réformes fiscales, mais aussi comme un homme corrompu dont les ambitions personnelles menacent l'équilibre du pays. Très vite, Le Figaro devient le porte-voix des adversaires politiques de Joseph Caillot. Gaston Calmette lance contre lui une série d'attaques virulentes. Chaque article est plus acerbe que le précédent. On accuse Caillot de corruption, d'incompétence, de favoritisme. Mais la campagne de dénigrement ne s'arrête pas là. Calmette va bientôt franchir une limite qu'il aurait mieux fait de ne pas dépasser. En 1913, Gaston Calmette décide de porter l'offensive sur un terrain plus personnel. Il publie dans Le Figaro une série de lettres privées, les fameuses lettres de l'âme, échangées entre Caillot et sa première épouse Bertha Guédan avant leur divorce. Ces lettres, dévoilant des détails intimes et sentimentaux, exposent la vie privée du ministre sous un jour embarrassant. Le but est clair, détruire l'image publique de Caillot en le discréditant non seulement comme homme politique, mais aussi comme homme tout court.
L'humiliation est terrible. Les lettres sont publiées par fragments comme un supplice prolongé destiné à faire tomber le ministre. Pour Joseph Caillaux, cette campagne de dénigrement est une véritable torture. Mais pour son épouse, Henriette Caillaux, la deuxième femme du ministre, l'affront est encore plus insupportable. Henriette est une femme au caractère bien trempé. Elle n'est pas une épouse effacée. Elle accompagne son mari dans ses décisions politiques et elle est présente à ses côtés lors des moments les plus critiques. Leur mariage, célébré en 1911 après le divorce de Caillaux avec Bertha Guédan, a fait l'objet de nombreuses critiques dans les cercles conservateurs. En France, à cette époque, le divorce est encore mal vu, surtout chez les personnalités publiques. Le couple Caillaux est donc déjà la cible de jugements moraux avant même le début de la campagne de Gaston Calmette. Mais pour Henriette, la publication des lettres est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voir son mari ainsi attaqué, son honneur bafoué, la plonge dans un état de rage et de désespoir. Elle est prête à tout pour mettre fin à cette campagne de calomnie. C'est dans cet état d'esprit que, le 16 mars 1914, elle va prendre une décision qui changera à jamais le cours de leur vie. Ce jour-là, Henriette Caillaux quitte leur domicile parisien, déterminée. Elle porte un manteau sobre, mais sous ses apparences calmes, elle cache un revolver Browning dans son sac à main. Ce revolver, elle l'a acheté quelques jours plus tôt. Elle se dirige vers les bureaux du Figaro, situés rue Drouot. Son plan est clair. Elle va confronter Gaston Calmette, l'homme qui, selon elle, est responsable de la destruction de leur vie privée. Il est environ 17h lorsqu'elle arrive à destination. Henriette entre dans les locaux du journal et demande à voir le directeur. Les employés du Figaro, loin de se douter de ce qui va se passer, l'installent dans le bureau de Calmette. Quelques minutes plus tard, Gaston Calmette entre dans la pièce. Il est surpris de voir la femme du ministre, mais il l'accueille avec courtoisie. Le face-à-face entre les deux protagonistes est bref. Henriette ne dit presque rien. Dans un geste rapide, elle sort le revolver de son sac et tire à 6 reprises en direction de Calmette. 4 balles le touchent et il s'effondre gravement blessé. Il est immédiatement transporté à l'hôpital, mais ses blessures sont trop graves. Calmette meurt quelques heures plus tard. Henriette, quant à elle, ne tente pas de fuir. Elle est arrêtée sur place par la police, toujours en état de choc. Lorsqu'on lui demande les raisons de son geste, elle déclare « Je ne voulais pas le tuer, seulement l'effrayer ». Elle explique qu'elle n'en pouvait plus de la campagne de diffamation menée contre son mari. Elle voulait défendre son honneur et celui de sa famille. L'annonce du meurtre fait l'effet d'une bombe dans tout le pays. En quelques heures, la nouvelle se répand, provoquant un choc sans précédent dans l'opinion publique. Le crime d'Henriette Caillaux devient le sujet de toutes les conversations. Les journaux s'emparent immédiatement de l'affaire. Pour certains, Henriette est une héroïne, une femme qui a défendu l'honneur de son mari contre les attaques immorales de la presse. Pour d'autres, elle est une criminelle qui a usé de sa position sociale pour commettre un acte de violence inexcusable. Et pour Joseph Caillaux, effectivement, que reste-t-il à faire après ce drame qui éclabousse non seulement son épouse, mais aussi toute sa carrière politique ? En quelques heures, la vie du ministre est renversée. Un scandale de cette ampleur, avec une telle violence médiatisée, pourrait briser définitivement la réputation d'un homme, et c'est ce qui guette Caillaux. Lui, le réformateur brillant, ministre influent et pacifiste convaincu, se retrouve désormais face à un dilemme monumental. Comment défendre sa femme tout en préservant sa propre image, son avenir politique ? La première réaction de Joseph Caillaux est la sidération. Dans les heures qui suivent le meurtre de Gaston Calmette, il est encore à la tête du ministère des Finances. Mais très vite, la pression devient insoutenable. Les adversaires politiques de Caillaux, ceux qui le haïssent pour ses réformes fiscales et ses positions pacifistes, se frottent les mains. L'occasion est trop belle pour eux de faire tomber cet homme, dont ils ne supportaient pas les idées progressistes. Ils profitent de ce scandale pour l'attaquer de toutes parts. La mort de Calmette devient l'arme parfaite pour abattre une figure politique déjà fragilisée par les luttes internes du pouvoir. Face à la montée des critiques, et pour éviter que cette affaire n'éclabousse davantage le gouvernement, Caillaux se voit contraint de démissionner de son poste de ministre des Finances, une démission qui marque un tournant décisif dans sa carrière politique. Le 17 mars 1914, au lendemain du drame, sa décision est officialisée.
C'est un coup dur pour lui, mais c'est aussi une forme de protection. En s'éloignant temporairement de la scène politique, il espère éviter que l'affaire judiciaire de sa femme ne détruise totalement sa réputation. Mais Joseph Caillaux n'est pas encore conscient de l'ampleur que cette affaire va prendre dans les semaines et les mois qui suivent. Car l'histoire ne fait que commencer. Le meurtre de Gaston Calmette, bien qu'il ait été commis sous le coup de la passion, va rapidement devenir l'affaire judiciaire la plus médiatisée de France. Le procès d'Henriette Caillaux, qui s'ouvre en juillet 1914, va capter l'attention de tout un pays. Ce procès, en apparence centré sur un acte criminel commis par une femme, est en réalité un théâtre politique où s'affrontent deux visions de la société française. D'un côté, les progressistes qui voient en Henriette une victime des calomnies de la presse conservatrice, de l'autre, les tenants de l'ordre traditionnel qui considèrent cet acte comme un signe de la décadence morale de l'élite républicaine. Mais revenons à l'événement principal, ce fameux 16 mars 1914. Comment en est-on arrivé là ? Pour bien comprendre ce geste désespéré, il faut se plonger dans l'esprit d'Henriette Caillaux, une femme à l'époque sous une pression inimaginable. Depuis plusieurs mois, elle voit son mari être attaqué par Gaston Calmette et son journal Le Figaro. Des articles acides s'enchaînent, des rumeurs sont distillées dans les colonnes du journal et la réputation de Joseph Caillaux est peu à peu mise en pièces. Mais Calmette ne s'arrête pas aux accusations politiques. Il franchit une ligne rouge en s'en prenant à la vie privée du ministre. Pour Henriette, c'est une attaque intolérable. Elle voit son mari, l'homme qu'elle aime, traîner dans la boue par des révélations intimes et des rumeurs sur leur relation, sur leur mariage. À une époque où l'honneur et la réputation comptent plus que tout, la publication des lettres personnelles entre Caillaux et sa première femme est perçue comme une offense irréparable. Henriette, qui n'avait jusque-là jamais vraiment pris part aux batailles publiques de son mari, se sent directement impliquée dans cette guerre. L'attaque contre Joseph est une attaque contre elle. L'honneur de leur famille est en jeu et elle ne peut plus rester passive. Le meurtre de Calmette devient alors, dans son esprit, le seul moyen de mettre fin à cette humiliation. Les jours qui précèdent son passage à l'acte sont marqués par une montée progressive de la tension. Henriette est isolée, rongée par le stress et la colère. Elle n'en parle presque à personne, pas même à son mari, qui continue de gérer ses affaires politiques avec une froideur apparente. Le jour fatidique, elle prend son revolver, entre dans les bureaux du Figaro et tire. En quelques secondes, tout bascule. Pour la société française, ce meurtre est un événement extraordinaire. Jamais une femme, de surcroît l'épouse d'un ministre, aussi en vue, n'avait commis un acte d'une telle violence en plein Paris contre un homme aussi influent que le rédacteur en chef d'un journal de premier plan. L'affaire explose immédiatement dans les journaux. La presse de l'époque, avide de sensationnalisme, se délecte de chaque détail de cette tragédie. Les unes des grands quotidiens rivalisent d'hyperboles pour décrire la scène, les motivations d'Henriette et les répercussions de l'affaire sur la scène politique française. Le Matin, le Petit Parisien, l'Humanité, tous y vont de leur analyse et très vite, Henriette Caillaux devient une figure publique de la France de 1914 que l'on admire ou que l'on déteste. Les caricatures se multiplient dans la presse satirique. Henriette est tour à tour dépeinte comme une héroïne romantique, une femme fragile acculée par les circonstances ou comme une manipulatrice froide et calculatrice, prête à tout pour sauver la carrière de son mari. Les débats passionnés autour de son geste reflètent bien les tensions qui traversent la société française à cette époque. Les partisans de Joseph Caillaux, les républicains modérés et les progressistes tentent de minimiser l'affaire en insistant sur le caractère passionnel du crime. Pour eux, Henriette n'a fait que répondre à une campagne de diffamation immorale orchestrée par un journal qui s'est transformé en tribunal public. Mais pour les adversaires de Caillaux, pour les conservateurs et les nationalistes, le meurtre de Calmette est la preuve ultime que cet homme et sa famille sont des dangers pour la France. Ils y voient l'expression de la décadence morale des élites républicaines incapables de respecter les valeurs traditionnelles de la société. L'affaire Caillaux devient ainsi bien plus qu'un simple fait divers criminel. Elle devient un symbole, un champ de bataille entre deux visions opposées de la France.
Henriette Caillot est immédiatement placée en détention provisoire dans la prison pour femmes de Saint-Lazare. Les jours qui suivent sont marqués par l'attente de son procès. Elle sait que son avenir dépendra des arguments qui seront avancés par ses avocats, mais aussi de la perception qu'aura l'opinion publique de son geste. Et l'opinion, comme souvent, est volatile, prête à se laisser influencer par la presse, par les discours des politiciens, par le souffle du vent. Et enfin, arrive le grand moment. Le procès d'Henriette Caillot s'ouvre le 20 juillet 1914. L'Europe est au bord de la guerre, mais toute la France semble suspendue à ce procès. À la barre, Henriette apparaît digne et calme. Elle porte une robe sobre, ses cheveux relevés en chignon. Son visage est impassible. Elle ne laisse transparaître aucune émotion, mais chacun de ses gestes, chacun de ses mots est scruté avec attention par les journalistes, les politiciens et le public. Le palais de justice de Paris est bondé. Il est presque impossible d'y entrer sans invitation tant l'affaire passionne les foules. Le procès devient rapidement un spectacle. Les débats sont retranscrits quotidiennement dans les journaux. Les témoins se succèdent à la barre, chacun apportant son lot de révélations. Les avocats d'Henriette, dirigés par le célèbre Fernand Laborie, un ténor du barreau qui s'est fait connaître en défendant Alfred Dreyfus lors de son célèbre procès, plaident la défense par l'émotion. Il argumente qu'Henriette a agi sous le coup d'une émotion irrésistible, incapable de contrôler ses actes. Le procès d'Henriette Caillot, en ce mois de juillet 1914, est sans aucun doute l'un des plus attendus et médiatisés de l'époque. Dans l'enceinte solennelle du palais de justice de Paris, les grands noms de la presse, les hommes politiques et des centaines de citoyens ordinaires se pressent pour assister à ce qu'on qualifie déjà de procès du siècle. La guerre en Europe semble inévitable, mais curieusement, l'attention du pays est entièrement tournée vers cette affaire judiciaire. C'est un moment de grande tension où l'émotion, la politique et la justice s'entremêlent dans un tourbillon de passion. À la barre, Henriette Caillot, l'héroïne tragique de cette histoire, reste d'une dignité rare. À chaque intervention, chaque question, elle se présente avec calme et sobriété. Mais derrière ce masque impassible, c'est tout un jeu d'arguments juridiques et d'émotions complexes qui se joue. Face à elle, l'accusation menée par le procureur général Fabre tente de démontrer que le meurtre de Gaston Calmette était prémédité. Selon l'accusation, Henriette Caillot avait froidement planifié son geste et le simple fait d'avoir acheté un revolver quelques jours avant le drame montre clairement qu'elle avait l'intention de tuer Calmette. Fabre insiste sur la préparation de l'acte, sur la froideur des 6 coups de feu tirés, dont 4 atteignirent Calmette. Il peint le portrait d'une femme calculatrice, prête à tout pour sauver l'honneur de son mari et mettre fin aux attaques médiatiques contre lui. Mais c'est là que l'habileté des avocats de la défense, dirigés par Fernand Laborie, entre en jeu. Laborie est un maître de la plaidoirie et il sait que pour sauver Henriette, il doit aller au-delà des faits bruts. Il s'agit de jouer sur les émotions, sur l'humanité du geste. Laborie argumente que ce crime n'est pas un meurtre prémédité, mais l'acte désespéré d'une femme acculée dont l'esprit a été submergé par une émotion irrésistible. Il décrit Henriette comme une femme vulnérable, harcelée par la presse, qui n'a pas supporté de voir son mari humilié jour après jour dans les colonnes du Figaro. Pour lui, elle n'a pas tué par calcul, mais dans un moment de folie temporaire, un moment de perte de contrôle total. Son discours touche les jurés, mais aussi l'opinion publique. Le cœur de la défense repose sur une idée simple mais puissante, l'honneur. L'honneur de Joseph Caillot, l'honneur de sa femme qui a été traînée dans la boue par Gaston Calmette et sa campagne de dénigrement. Pour Laborie, le véritable coupable, c'est la presse, qui a violé l'intimité des Caillot en publiant les fameuses lettres personnelles entre Joseph et sa première femme Bertha. Ces lettres, déjà évoquées plus tôt, constituent un point crucial du procès. Leur publication a été un tournant dans cette affaire, et Laborie insiste sur le fait que cette intrusion brutale dans leur vie privée a poussé Henriette à commettre l'irréparable. Le rôle de la presse dans cette affaire est d'ailleurs un sujet
sujet qui passionne les débats. Le Figaro, sous la direction de Calmette, est accusé d'avoir transformé une rivalité politique en une vendetta personnelle. Les journalistes présents lors du procès notent avec ironie que, pour une fois, la presse est sur le banc des accusés, même si c'est indirectement. Les attaques incessantes de Calmette contre Caillaux sont disséquées lors des audiences. On se demande s'il est éthique, même en politique, d'utiliser la vie privée d'un homme pour le détruire publiquement. L'affaire pose des questions morales qui vont bien au-delà du simple fait divers. Où s'arrête la liberté de la presse? À quel point peut-elle s'immiscer dans l'intimité des hommes publics? Ces questions résonnent avec une intensité particulière dans la salle d'audience. Parmi les moments marquants du procès, l'intervention de Joseph Caillaux lui-même est probablement l'un des plus attendus. Bien qu'il ne soit pas l'accusé, sa présence dans l'affaire est omniprésente. Le jour où il prend la parole, l'atmosphère dans la salle est électrique. Il entre, vêtu d'un costume sombre, le visage grave. À ce moment-là, il n'est plus ministre, il n'est plus l'homme politique influent qu'il était quelques mois auparavant. Il est simplement un mari venu défendre sa femme. Son discours est poignant. Il parle de l'amour qu'il porte à Henriette, de la douleur qu'il a ressentie en voyant leur vie privée étalée dans les journaux. Il déclare avec fermeté que sa femme n'a jamais voulu tuer Calmette, qu'elle a agi sous la pression insoutenable d'une campagne médiatique acharnée. Ces mots, pleins de sincérité, touchent l'audience. Mais ils divisent aussi. Pour certains, Joseph Caillaux tente de manipuler l'opinion, de sauver non seulement son épouse, mais aussi son propre honneur. Pour d'autres, il incarne la victime d'une machination politico-médiatique. Les témoignages se succèdent, chacun apportant des éléments de contexte, mais au fond, la question reste la même. Henriette Caillaux a-t-elle tué par préméditation ou sous le coup de la passion? Le procès semble se transformer en un débat philosophique sur la nature de l'intention, du contrôle de soi et de l'honneur. Les jurés, eux, sont plongés dans un dilemme. Ils doivent non seulement juger un crime, mais aussi prendre en compte l'immense pression sociale qui pèse sur cette affaire. Pendant que le procès se déroule en coulisses, l'Europe se rapproche dangereusement de la guerre. Le 28 juin 1914, un mois après le début des audiences, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo. Cet événement va précipiter le monde dans la Première Guerre mondiale, mais à Paris, la presse continue de se concentrer presque exclusivement sur l'affaire Caillaux. L'attention internationale ne détourne pas l'attention du public français, tant cette affaire passionne et divise. On pourrait croire que les bruits de guerre à l'étranger détourneraient l'attention, mais au contraire, ils donnent à ce procès une dimension encore plus symbolique. Le contraste est frappant. Tandis que l'Europe s'embrase, la France reste suspendue à une question de justice domestique. Puis, le verdict approche. Le 28 juillet 1914, le jury se retire pour délibérer. Les journaux spéculent sans fin sur la décision à venir. Le pays tout entier retient son souffle. Dans les cafés, les salons, les bureaux, on ne parle que de ça. Henriette sera-t-elle condamnée, acquittée? Quel message ce verdict enverra-t-il à la société? Finalement, après des heures d'attente, le verdict tombe. Henriette Caillaux est acquittée. Le jury a accepté l'argument de la défense par l'émotion. Ils ont estimé qu'Henriette avait agi sous le coup d'une impulsion incontrôlable et qu'elle n'était pas coupable de meurtre prémédité. Ce verdict provoque immédiatement des réactions passionnées. Pour les partisans de Caillaux, c'est une victoire, une décision juste qui rétablit l'honneur d'une femme harcelée par la presse. Pour ses adversaires, c'est un scandale, la preuve que les élites politiques échappent à la justice. Certains voient dans cet acquittement un signe de l'impunité des classes dirigeantes, d'autres y voient la réhabilitation d'une femme victime des circonstances. Mais au-delà de la libération d'Henriette, ce verdict a des conséquences lourdes pour Joseph Caillaux. Bien que sa femme soit acquittée, sa carrière politique ne s'en remettra jamais tout à fait. L'opprobre qui a suivi cette affaire ne disparaît pas avec le verdict. Ses adversaires politiques, les conservateurs et les nationalistes, ont désormais suffisamment d'arguments pour l'exclure de la scène politique.
Caillaux, autrefois promis à de hautes fonctions, se voit marginalisé. Son rêve de devenir président du Conseil et peut-être même président de la République s'évanouit. Au même moment où Henriette est acquittée, la France, quant à elle, s'apprête à entrer en guerre. Le 3 août 1914, quelques jours à peine après la fin du procès, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Joseph Caillaux, pacifiste convaincu, se retrouve encore une fois en porte-à-faux avec la majorité de ses compatriotes qui se rallient à l'union sacrée pour la guerre. Il prône une sortie négociée du conflit, une position qui le rendra de plus en plus impopulaire. Accusé plus tard de tentative de négociation secrète avec l'Allemagne, il sera jugé pour trahison en 1920, un procès dont il sortira finalement acquitté. Mais le mal est fait, sa carrière politique est brisée et son nom restera à jamais associé à cette affaire. L'affaire Caillaux, au-delà du drame personnel qu'elle représente, révèle beaucoup des tensions et des contradictions de la société française de l'époque. Elle montre comment la presse peut devenir une arme redoutable dans les luttes de pouvoir, comment la frontière entre la vie publique et la vie privée peut être franchie sans scrupule et comment les émotions humaines, l'honneur, la honte, l'amour, la colère peuvent conduire à des gestes irréparables. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.